le non névrosé, l'histoire est assez longue, mais pour faire court, j'ai découvert après coup ce qui à la base n'était qu'une intuition, ce qu'on appelle en sociologie le retournement de stigmate. Et voilà. Je pense que ça dit tout. Pourquoi cette collection? Parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Apprendre le métier, mais aussi, puisque j'avais un projet particulier, retrouver les femmes, retrouver leurs œuvres. C'était un travail d'archéologie. Ensuite, il fallait retrouver les ayants droit quand elles n'étaient pas dans le domaine public. Et ça, c'était un peu un travail d'Indiana Jones. Et donc voilà, c'était apprendre plusieurs métiers en fait. Alors le choix, donc comme on est, j'ai un vrai objectif qui est de valoriser le patrimoine belge. Je trouve qu'on peut appliquer le concept de consommation locale à la littérature, qu'on n'est souvent pas assez fier en tant que Belge de la production belge, artistique, littéraire. Et donc j'essaye de mettre en avant ces femmes qu'on a oubliées, mais aussi avec les couvertures, de mettre en avant le patrimoine belge, de montrer toutes les richesses qu'on a dans notre patrimoine. Donc toutes les couvertures sont réalisées à la base d'œuvres d'artistes belges. Et puis, comment ça se passe entre la couverture et le texte, c'est ce que j'appelle l'instant Tinder. C'est un match. Je vois une œuvre et j'ai moi les textes que je veux rééditer en tête et je vois une œuvre et ça match. Celle-là, ça va avec celle-là. Celle-là, ça va avec... C'est un peu une évidence. Même si, avant d'arriver à l'évidence, il faut parfois chercher un peu. Il y a plusieurs personnes ou plusieurs théories ou plusieurs... enfin, théories, c'est pas que des théories, hein, plusieurs phénomènes qui donnent des justifications à ça. Maintenant, moi, j'avoue que je ne me l'explique pas parce que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ça ne se limite pas à la fin du 19e, au début du 20e. La preuve, c'est que dans la collection, on a une œuvre qui date de la fin du 20e. Donc, ça a continué. Donc, je pense qu'en partie, c'est dû au fait que ces femmes ne se retrouvent énumérées nulle part dans notre histoire. D'un autre côté, même si je me suis beaucoup posé la question, moi j'ai décidé qu'en fait, peu importe. C'est un constat. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à cause de qui, mais je préfère passer mon temps à essayer de faire ce que je peux faire pour changer les choses plutôt qu'à réfléchir à pourquoi on en est arrivé là. Je pense que les deux choses sont possibles. Moi, je ne suis pas universitaire, enfin, je n'ai pas fait d'études littéraires, je n'ai pas la technique scientifique nécessaire pour faire ou pour prétendre faire une réédition qui serait scientifique. Ce n'est pas du tout l'objectif, c'est vraiment une œuvre de mémoire. Si je ne pensais pas que ces textes pouvaient trouver un lectorat, je ne l'aurais pas fait. En même temps, je suis moi-même lectrice et elles ont trouvé en moi un lectorat. Donc je pense que, comme je ne suis pas du tout quelqu'un d'exceptionnel ni de particulier, il y a moyen que ces œuvres rééditées en l'état trouvent un lectorat. Évidemment, le but, c'est de faire connaître ces femmes. Donc chaque œuvre est précédée d'une préface où on essaye de retracer et la biographie de l'auteur brièvement et encore une fois pas de manière scientifique, mais parce que ce n'est pas non plus le lectorat qu'on vise dans un premier temps. C'est quelque chose de simple qui doit être facile à lire et qui permet en 2 temps, 3 mouvements de situer où on se trouve, avec qui on se trouve et qu'est-ce qu'a fait cette femme. On présente un tout petit peu l'œuvre aussi. Après, c'est pas parce que je pense... Donc, si je ne pensais pas que c'était possible, je ne l'aurais pas fait. Mais d'un autre côté, c'est pas pour ça que j'estime pas qu'il faut pas faire un travail scientifique derrière. Je pense que c'est capital, évidemment.
je dis toujours, si je découvrais Balzac aujourd'hui sans le travail qui a été fait autour, je ne sais pas ce que j'en penserais. Peut-être que j'aimerais pas. Peut-être que je trouverais ça nul. Et pourtant, c'est Balzac. Je ne peux pas dire que c'est nul. Alors, ces femmes, elles n'ont pas la chance aujourd'hui qu'on ait fait ce travail. Donc, des textes qui sont peut-être plus vieux ou plus difficiles parce qu'ils s'inscrivent dans un contexte et qu'ils ont quelque chose à donner, mais si on a les clés pour les lire, ces textes, on ne peut pas les rééditer aujourd'hui tant qu'on n'a pas fait ce travail-là. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas d'être réédités. Et donc, ce travail scientifique doit aussi être fait. Mais là, j'ai envie de dire, chacun sa part. Un argument de vente, ça vient bien après la passion et l'envie. Donc, non, pas du tout un argument de vente. C'était vraiment, à la base, je pensais le faire en auto-édition et pas du tout mettre en place toute la structure qu'on a mis en place. C'est clairement un engagement parce que c'est peut-être un argument de vente, mais je pense pas que ce sera suffisant pour être sûr d'écouler absolument tous les exemplaires qu'on nous avons tirés. Être juriste, c'est un atout, mais pas seulement pour le domaine de l'édition, c'est un atout pour, je pense, n'importe quel entrepreneur. Ça m'a facilité la vie et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur beaucoup d'étapes qui, en général, sont des étapes où les gens se mordent un peu les lèvres ou se mordent les doigts parce que ça reste un métier, ça reste très technique, ça reste assez compliqué. C'est un autre langage, en fait. Et moi, j'ai évidemment été plus vite sur toutes ces étapes, à savoir la fondation de l'SBL, les rédactions des contrats, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les droits d'auteur. Donc oui, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans tous les aspects juridiques. C'est difficile parce que la première qualité d'un éditeur, enfin que moi je pense être la première qualité indispensable d'un éditeur, c'est une qualité que je n'ai pas l'occasion de mettre en pratique parce que c'est le support aux auteurs au moment où juste avant la publication de l'œuvre et donc de voir qu'est-ce qui peut être amélioré, c'est challenger son auteur, le pousser à aller encore plus loin, essayer de voir s'il a vraiment sorti toutes ses tripes. Et ça, je pense que c'est le vrai rôle de l'éditeur qui ne doit pas être du tout confondu, et malheureusement c'est le cas, avec un travail qui va être un travail où on va un peu museler l'auteur parce qu'on va lui dire, on va essayer de le formater dans ce qui est vendable, ce qui est commercial, ce qui ne l'est pas, ce qui va plaire. Par exemple, un premier auteur, on considère qu'il ne faut pas qu'il fasse plus de 150 pages parce que c'est un premier auteur, il n'est pas connu, on ne va pas prendre le temps de le lire. Ça, je trouve que ce n'est évidemment pas un bon support de la part de l'éditeur. Mais pour moi, c'est la première qualité. C'est une qualité qu'évidemment, je n'ai pas l'occasion de mettre en pratique puisque en ce qui me concerne, les femmes que je réédite sont toutes décédées et donc je n'ai pas l'occasion de mettre en place cet échange. Mais par contre, je viens à la deuxième qualité qui est, là vous me pardonnerez la déformation professionnelle, j'ai été avocate, mais pour moi un éditeur doit être le premier avocat de ses auteurs et se battre pour ses auteurs. Ça c'est pour moi une qualité indispensable et ça c'est sûr que pour ces femmes, je pense que je me bats. Plus que personne jusqu'à aujourd'hui. Une troisième qualité, c'est, je pense, que je dirais, mais c'est en lien avec tout ce que je viens de dire, c'est l'intégrité. Puisqu'on est l'avocat de son auteur, c'est toujours agir, éditer, publier, choisir en fonction de l'intérêt et de son auteur et de son lecteur. C'est-à-dire ne pas tromper le lecteur parce que pour être connu, je dois absolument éditer, je ne sais pas moi, un livre par mois ou me faire connaître, mais j'ai pas d'auteur, donc je vais prendre quelqu'un qui a un manuscrit qui est moyen, mais enfin au moins je n'ai que ça. Je vais augmenter la taille des caractères parce que je n'ai que 50 pages et ça va pas, donc je vais le mettre en 15 pour avoir quand même 150 pages de livres à publier. Le livre n'est pas abouti, il devrait encore être développé, mais j'ai pas le temps parce qu'il faut que je sorte un truc. Ça pour moi, ça va pas. Il faut, en tant qu'éditeur, pouvoir faire passer, et c'est très difficile, parce qu'on doit quand même faire vivre la maison d'édition, mais faire passer l'intérêt du lecteur, qui s'attend à un certain degré de qualité, et l'intérêt de l'auteur, que je dois défendre parce que j'y crois, après les intérêts personnels, financiers,
que je peux rencontrer moi en tant qu'éditrice. À quelqu'un qui n'ose pas, je lui dirais que c'est comme pour tout dans la vie. Si on a un projet, que ça résonne avec notre corde de vie, il faut foncer. Et il y a mille et une raisons de ne pas le faire. Il faut juste pas prendre le temps d'y penser, parce que sinon on ne le fait pas. Vivre, c'est prendre des risques. Se retrouver à la veille sur son lit de mort et se dire je ne l'ai pas fait, c'est, je pense, la pire des choses. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on s'est lancé, il faut s'accrocher. Ben, souhait pour le futur, c'est que demain, dans la rue, si je demande à un lecteur lambda qui est Louis Dubrow, qui est Caroline Gravière, qui est Marguerite Van de Wiel, il sache qui c'est. Ça, c'est peut-être mon plus grand souhait pour l'avenir. Un autre souhait, ce serait que ces femmes soient étudiées plus systématiquement à l'université, et pas que les têtes d'affiche qu'on étudie aujourd'hui parmi les femmes qui se limitent à 3, 4, 5, parce qu'il y en a eu beaucoup plus. Des projets, ça manque pas, c'est plutôt le temps pour les réaliser qui manque. J'espère que la collection va suffisamment marcher pour pouvoir permettre de continuer le projet. J'ai moi dans ma tête déjà les œuvres que je voudrais rééditer, je pourrais les sortir demain, les 10 suivantes, enfin demain. Il faudrait d'abord que je fasse tout le travail qui va autour, mais en tout cas les titres, moi je sais très bien lesquels ce sera. Et alors on a un projet, mais qui est un projet qui va me demander 5 temps plein pendant 5 ans, mais qui est un beau projet et que j'ai vraiment envie de pouvoir mettre en place. C'est que quand nous avons rencontré les ayants droit, nous avons aussi mis la main sur beaucoup de documents d'archives, et notamment Louis Dubrow a entretenu une correspondance. Ces femmes ont entretenu énormément à l'époque de correspondance. Marie Guevers a pratiquement entretenu une correspondance avec tous les écrivains à l'époque. Et donc, il y a notamment une correspondance entre Louis Dubrow et Marie Guevers. Alors, moi, j'ai eu accès aux archives de Louis Dubrow, donc j'ai les lettres de Marie Guevers. Les lettres de Louis Dubrow, il se fait qu'elles sont aux archives du Musée de la littérature, donc on pourrait les réunir, ce qui est un de mes rêves, de les réunir, parce que j'ai pu lire les lettres de Marie Guevers, puisque elles sont en ma possession, et je trouve que c'est d'un intérêt considérable, tant pour la littérature que pour l'histoire d'une époque, que pour l'histoire des femmes, le féminisme. C'est vraiment excessivement intéressant. Après, je vous dis, c'est vraiment un projet qui va nécessiter énormément de temps. Autrice, même si j'ai du mal à le dire. Livre papier. Vente en librairie. Mais je serais mal placée pour dire contre, puisque j'ai commencé comme ça. Le problème, c'est que il n'y a pas de filtre avec l'auto-édition, et donc c'est très difficile d'avoir la rigueur qu'il faut pour relire, se faire relire, retravailler le texte suffisamment pour qu'on arrive à quelque chose d'abouti. Donc je pense quand même que l'éditeur a encore un rôle à jouer, même si je trouve que beaucoup d'éditeurs ne font plus leur travail d'éditeur. Suprématie des femmes.